Ce que vous voyez là, ce sont les mots de Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, au sujet du Clarity Act. En quelques lignes, le PDG de la plus grande plateforme d'échange américaine a fait ce que personne n'avait jamais osé faire. Il a mis un stop au Sénat des États-Unis. Et le lendemain matin, à la surprise générale, le vote le plus important de la décennie pour l'avenir des cryptos était annulé en urgence. Pourtant, sur le papier, ce texte, tout le monde l'attendait. Ça devait être la libération, la fin du flou juridique, le moment où l'industrie crypto deviendrait enfin adulte et légitime aux yeux de la loi américaine. Alors pourquoi ? Pourquoi l'acteur le plus puissant du secteur a-t-il préféré faire capoter des mois de négociations et choisir le chaos? La réponse est assez effrayante, parce que ce qui se cachait dans les 278 pages du projet déposé en pleine nuit par le comité bancaire, c'était pas une régulation, c'était un piège mortel. Brian Armstrong a flairé le poteau rose et en même temps, c'est pas un inconnu dans l'industrie, il sait de quoi il parle. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce qui s'est réellement passé. On va mettre le nez dans le dernier coup fourré des banques contre l'écosystème crypto, et vous allez voir, c'est bien plus profond que ce que vous pourriez penser. Pour comprendre l'ampleur de la trahison ressentie par l'industrie, il faut faire un petit retour en arrière. Revenons 6 mois plus tôt, en juillet 2025. À ce moment-là, l'ambiance est totalement différente. La Chambre des représentants vient de voter une loi historique, le premier Clarity Act. C'était une victoire écrasante et bipartisane. Pour la première fois, le Congrès américain se mettait d'accord sur une chose, l'écosystème crypto est là pour rester, et maintenant il faut des règles. La promesse de ce texte initial est simple et élégante, il crée un pont. L'idée c'est qu'un token peut commencer sa vie comme une security, c'est-à-dire un titre financier classique régulé par la SEC. Mais, et c'est là que tout change, si le projet devient suffisamment décentralisé, s'il n'y a plus une seule entité aux commandes, alors il peut se transformer officiellement en commodity. En gros, il passe de la case action Apple à la case lingot d'or ou baril de pétrole. Il sort des griffes de la SEC pour atterrir chez la CFTC, un régulateur beaucoup plus pragmatique. C'est le saint graal que tout le monde attendait, une voie légale claire pour exister. Mais aux États-Unis, pour qu'une loi passe, elle doit être validée par 2 chambres. Et quand le dossier a quitté la Chambre des représentants pour arriver au Sénat, il est tombé dans le grand engrenage de la bureaucratie américaine. Le Sénat est divisé en plusieurs royaumes, et parmi eux, il y en a 2 qui vont particulièrement nous intéresser. D'un côté, vous avez le comité agriculture, qui gère les commodities et qui est plutôt favorable à l'innovation. De l'autre, vous avez le redoutable Banking Committee, le comité bancaire. C'est le gardien du temple de Wall Street, des banques et de la SEC. Et c'est là que le piège s'est refermé. Le comité bancaire, dirigé par le sénateur Tim Scott, a récupéré le texte. Ils ont gardé le nom Clarity Act sur la couverture pour rassurer tout le monde, mais à l'intérieur, ils ont changé une tonne de trucs. Le 12 janvier, en pleine nuit, ils ont publié leur propre version du Clarity Act. C'était plus le texte de la chambre originale. C'était un monstre bureaucratique de 278 pages, alourdi par plus de 137 amendements dictés par les lobbies bancaires. C'était plus une loi pour encadrer la crypto, c'était une loi pour l'étouffer. Alors qu'est-ce qui a fait bondir Brian Armstrong au point de vouloir prendre position publiquement? Dans leur nouveau texte, il y a 3 pilules qui sont absolument indigestes. La première, et c'est sans doute la plus importante, elle concerne votre argent. C'est la guerre du rendement. Il faut savoir que les banques américaines sont actuellement terrifiées. L'association des banquiers américains a même envoyé une lettre au Sénat avec un chiffre assez parlant, 6 000 milliards de dollars. C'est le montant des dépôts qui risqueraient de fuir les comptes bancaires classiques vers les stablecoins si rien n'est fait. La raison, elle est plus que pragmatique, Aujourd'hui, si vous détenez des stablecoins comme de l'USDC sur une plateforme comme Coinbase par exemple, cette plateforme place votre argent et peut vous reverser 4 à 5% d'intérêt. Ça va même jusqu'à 10% avec certains services on-chain. Votre banque, elle vous donne souvent 0,1% voire même 0%. On passe pas du simple au double là, on est carrément sur des multiples par dizaines. Le comité bancaire a donc inséré une clause un peu sournoise dans le texte. Elle interdit formellement aux plateformes de reverser du rendement simplement pour le fait de détenir des stablecoins. Et le texte va même plus loin, il interdit tout marketing qui oserait comparer le rendement d'une crypto à celui d'un compte épargne. En clair, ils ne veulent pas réguler le produit pour votre sécurité, ils veulent le rendre moins attractif pour protéger leur monopole. C'est du protectionnisme pur et simple. La deuxième pilule difficile à avaler, c'est ce qu'Armstrong appelle l'interdiction de facto des actifs tokenisés. Le Sénat a ressorti plusieurs classifications qui avaient déjà fait parler il y a quelques temps. Ce qu'ils appellent les actifs auxiliaires et les tokens de réseau. Alors je vais pas te développer ici, mais derrière ce jargon un peu trop technique pour pas grand chose, se cache un piège redoutable, une présomption de culpabilité. Le texte dit, en substance, que tout token est considéré comme un titre financier, c'est-à-dire une security, sauf si l'émetteur arrive à prouver le contraire à la SEC via une certification très complexe. C'est le monde à l'envers, Au lieu de favoriser l'innovation, on met un mur devant elle. Vous rêviez de voir des actions Apple ou de l'immobilier s'échanger librement sur la blockchain 24 heures sur 24 ? Avec cette classification, faut pas rêver. Tout projet de tokenisation se retrouve noyé sous les mêmes contraintes administratives que Wall Street dans les années 90. Et enfin, le coup de grâce, l'attaque contre la DeFi, la finance décentralisée.
Le projet de loi exige que toute personne ayant un contrôle sur un protocole se charge de se conformer aux directives AML et aux autres obligations réglementaires, genre des KYC par exemple. Le problème, c'est que déjà, la notion de contrôle sur un protocole de DeFi, elle est volontairement floue. Mais ensuite, ça veut dire qu'un développeur qui a simplement écrit du code open source ou un groupe de personnes qui votent dans une DAO pourrait être tenu responsable des transactions effectuées par des inconnus à l'autre bout du monde. Et surtout, il devrait mettre en place tout un processus pour récolter les données, les traiter, etc. Enfin bref, vous imaginez bien que ce n'est pas envisageable. Comme l'a dit Brian Armstrong, cela revient à donner au gouvernement un accès illimité à vos données financières et à tuer la confidentialité. Ça revient à transformer les développeurs de logiciels en policiers bancaires, ce qui est techniquement impossible déjà et ensuite idéologiquement inacceptable pour l'écosystème. Maintenant que vous avez compris le contenu du texte, il faut regarder comment tout s'est effondré. Ce qui s'est passé entre le 12 et le 14 janvier, c'est un véritable thriller politique. 48 heures chrono où l'industrie a joué sa survie. Tout commence le lundi 12 janvier. Le texte de 278 pages tombe tard le soir. Immédiatement, c'est le branle-bas de combat. Les équipes juridiques de Coinbase, de Kraken et du fonds A16Z passent des heures à décortiquer chaque ligne. Au petit matin, le constat est sans appel. Ce n'est pas une base de négociation, c'est un cheval de Troie. Le lendemain, la pression monte d'un cran. On assiste à une avalanche législative. En moins de 24 heures, une tonne d'amendements sont déposés sur le texte. C'est du jamais vu. Le projet de loi devient un véritable sapin de Noël où chaque sénateur anti-crypto vient accrocher sa petite interdiction supplémentaire. Le lobby bancaire lance une offensive majeure sur les sénateurs républicains, ceux-là même qui étaient censés soutenir la crypto. Leur argument est redoutable d'efficacité. Le texte serait une menace pour les community banks, c'est-à-dire les petites banques locales. Aux USA, ce sont ces petites banques locales qui financent les prêts agricoles et immobiliers grâce aux dépôts des clients. Si ces dépôts partent chez Coinbase pour gagner 5%, la banque n'a plus d'argent gratuit pour prêter à l'agriculteur du coin. En gros, ce qu'ils disent, c'est que si on laisse les stablecoins offrir un tel rendement, ça va tuer les petites banques qui financent les honnêtes citoyens. Et les lobbyistes, ils savent très bien que parmi les sénateurs, il y a des élus qui le sont par des bases électorales très rurales. C'est du chantage politique, ni plus ni moins, et ça fonctionne. Arrive le mercredi, la journée décisive. La rumeur court que la Maison-Blanche tente une médiation de la dernière chance. Ils auraient demandé à Coinbase de faire des concessions, d'accepter un mauvais deal et pour sauver la face et pour faire passer quelque chose tout de même. C'est là que Brian Armstrong a fait son calcul. Accepter cette loi, c'est peut-être gagner une légalité immédiate, mais c'est accepter d'avoir les mains liées pour les 20 prochaines années. C'est accepter que la crypto soit à jamais soumise au bon vouloir de la SEC et des banques. Et surtout, le Clarity Act original, pour lui, c'est déjà des compromis. Dans sa version de base, le rendement en stablecoin a déjà des limites, mais là c'est bien pire. Après, il faut bien se dire un truc, Armstrong, c'est pas non plus un bon samaritain. Son objection intervient à un moment où les stablecoins contribuent à près de 20% des revenus de Coinbase. Pour info, au Q3 2025, ça représentait 355 millions de dollars de revenus. Forcément, il prêche pour sa paroisse, et dans sa lettre aux actionnaires, Coinbase affirme que son programme de récompense stimule la croissance et l'adoption de l'USDC. Laisser passer le texte en l'état, pour Coinbase, c'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est se cramer la tête au lance-flamme. Alors il prend sa décision, il publie le tweet dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'effet est immédiat. En déclarant publiquement que Coinbase préfère aucune loi plutôt qu'une mauvaise loi, il coupe l'herbe sous le pied du Sénat. Il rend le vote politiquement impossible. Vous vous souvenez de Tim Scott que j'ai évoqué tout à l'heure, le président du comité bancaire? C'est le portier de la législation financière. C'est lui qui tient le stylo pour rédiger le texte et c'est lui qui tient le marteau pour valider le vote. Si Tim Scott dit non, même le président des États-Unis aurait du mal à faire passer une loi financière. Avec son intervention, Armstrong s'attaque directement au comité bancaire et à Tim Scott justement. Ouais, parce que là, normalement, vous vous demandez comment un seul homme a-t-il pu stopper le Sénat? Bah c'est simple, Armstrong avait 3 flingues braquées sur les élus. D'abord, les républicains ne peuvent pas prétendre encourager l'innovation crypto tout en poignardant Armstrong, son leader incontesté aux USA. C'est politiquement suicidaire. Ensuite, en pleine année électorale, aucun sénateur ne voulait risquer de perdre les millions de dollars de dons des lobbies crypto, dont Coinbase est une pièce maîtresse. Enfin, Armstrong le sait très bien, il a une base électorale pharaonique à ses côtés. Il a le pouvoir de transformer une simple notification sur son app en une émeute électorale locale. Si le texte était passé en force, déjà il aurait pu de nouveau être bloqué à la Chambre des représentants, mais surtout il aurait pu mettre à exécution les menaces de Coinbase. L'entreprise pourrait quitter les USA, et ça le pays de l'oncle Sam ne peut juste pas se le permettre, ils sont trop gros. Tim Scott était au pied du mur, c'était rétropédaler ou tout perdre. Il a vite compris qu'il ne pouvait pas faire passer une loi crypto si toute l'industrie crypto était contre lui. Le lendemain matin, c'est l'officialisation, le vote est reporté. En langage diplomatique, ça veut dire annulé. Le piège a été désamorcé à la dernière seconde. Au Sénat, on assiste à une véritable guerre entre les lobbies financiers les plus puissants, et pour le moment, la crypto a remporté une bataille. Alors est-ce que c'est fini, le texte est mort et tout le monde rentre chez soi? Bah pas tout à fait. Pendant que le comité bancaire essuyait sa défaite après l'embuscade d'Armstrong, un autre acteur est sorti du bois pour tenter un sauvetage inespéré, le comité agriculture du Sénat.
C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Et oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais aux États-Unis, c'est le comité agriculture qui supervise la CFTC, le régulateur des matières premières. Et historiquement, ils sont beaucoup plus pragmatiques que les gendarmes financiers. À peine quelques jours après le clash, ils ont publié leur propre version du texte. Et c'est le jour et la nuit, hein. Contrairement au piège du comité bancaire, cette version est un paradis pour l'industrie. Elle protège explicitement les développeurs et redonne le pouvoir à la CFTC pour traiter le Bitcoin comme une matière première, entre autres. Mais attention, on va pas sortir le champagne tout de suite. Ce contre-projet a un énorme problème. C'est une initiative 100% républicaine. Aucun démocrate ne l'a signée. Et c'est là que ça coince. Pour qu'une loi passe aux États-Unis, il ne suffit pas d'avoir un gentil projet d'un côté et un méchant de l'autre. Il faut obligatoirement fusionner les deux textes. Il faut que tout le monde s'assoie à la même table et trouve un compromis. Malheureusement, le temps joue contre nous. Nous sommes en 2026, une année d'élection de mi-mandat, les fameux midterms, qui auront lieu en novembre. À Washington, il y a une règle d'or, on ne vote rien de controversé après l'été d'une année électorale. Du coup, si aucun accord n'est trouvé avant le mois de juin pour fusionner ces deux visions opposées, le Clarity Act sera probablement enterré pour encore un moment. Il faudra attendre le nouveau congrès en 2027, voire 2028, pour tout recommencer à zéro. On est donc dans une impasse. D'un côté, les banques refusent de lâcher leur monopole sur le rendement, de l'autre, la crypto refuse de se laisser mettre en cage. Et au milieu de tout ça, le calendrier électoral qui avance inexorablement. Il y a une citation que vous connaissez bien et qui résume parfaitement ce qu'on est en train de vivre. D'abord, ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, ensuite ils vous combattent et enfin vous gagnez. Là, on entre dans la phase combat. Cette bataille qui a eu lieu n'est probablement que le commencement. Ils ont essayé d'utiliser la loi comme une arme pour protéger leurs privilèges, mais ce qu'il faut retenir de cette semaine historique, c'est que le rapport de force a changé. L'industrie crypto n'est plus ce petit groupe de passionnés qui demandait poliment la permission d'exister. C'est devenu une puissance politique et financière capable de regarder le Sénat américain et les plus gros lobbies du monde dans les yeux et de dire non. Armstrong et l'industrie crypto ont fait le pari risqué du statu quo. Ils ont préféré l'incertitude actuelle à une certitude mortelle. Le Clarity Act est peut-être dans le coma pour cette année, et c'est sans doute mieux ainsi. Mais le temps presse, car pendant que Washington s'enlise dans une guerre de tranchées pour sauver ses vieilles banques, le reste du monde, lui, il avance. L'Europe et l'Asie sont tous en train de construire les rails de la finance de demain. La question est plus de savoir si la crypto va gagner, mais où est-ce qu'elle va s'installer? Bon, probablement pas en Europe, vous me direz, mais si les USA ne veulent pas prendre trop de retard, il va falloir se retrousser les manches. La bataille du 15 janvier est gagnée, mais la guerre pour la liberté économique, elle, ne fait que commencer. La suite s'annonce très intéressante, et soyez certains qu'on va suivre tout ça de près avec vous sur le Journal du Coin et sur notre canal Telegram d'actualité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. N'hésitez pas non plus à aller voir les analyses techniques de Kara, et soyez au rendez-vous. Car demain, on va publier une rediffusion de son live spécial qui a eu lieu mercredi. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en description et si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous soutient beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette guerre civile qui se prépare entre les lobbies bancaires et les lobbies crypto, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.